vous pourrez m'interrompre et je répondrai aux questions. OK? OK. Très bien, d'accord. Donc, je vais commencer très rapidement. En fait, on va prendre je pense qu'on aura à peu près 40 minutes pour vraiment parcourir l'ensemble de cette présentation. Et ensuite, on aura aussi peut-être 30-35 minutes de questions-réponses, sachant que j'ai essayé à travers ces slides-là de parcourir l'ensemble des questions qui m'ont été posées par les étudiants. Et encore une fois, je remercie les étudiants pour les questions qui m'ont été posées. Ça m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette formation-là. Alors, en fait, on va parcourir ensemble plusieurs topics. Donc, on va parler de l'organigramme d'une fonction finance en entreprise. On va parler des métiers de la finance en entreprise, les parties prenantes, donc ce qu'on appelle en fait stakeholders d'une fonction finance, le rôle du CFO aujourd'hui. On va parler aussi des entreprises, en fait, quand elles commencent par une vision. Et puis, en fait, cette vision-là, on va voir comment elle est traduite, en fait, en budget annuel. Et quand on va parler de budget annuel, on va parler de centre de budget. C'est bien aussi qu'on parle un petit peu et qu'on reclarifie qu'est-ce que les entreprises comprennent par centre de budget. Je sais qu'aujourd'hui, l'audience qui est ici est une audience qui est très expérimentée en deuxième année de master. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de termes et peut-être même l'ensemble des termes qui vous sont déjà familiers, mais on les parcourra très rapidement. Comment se déroule un exercice budgétaire? Je pense que c'est intéressant aussi de voir en entreprise comment ça se passe. Je parlerai un tout petit peu aussi du cycle opérationnel financier, du cycle de conversion de l'encaisse et des notions qui sont très importantes pour nous, je veux dire, en entreprise. J'irai aussi rapidement sur ce qu'on appelle bilan comptable et bilan fonctionnel. Je suis sûr que vous êtes très à l'aise sur ces notions-là, mais le bilan fonctionnel a une autre connotation que le bilan comptable et c'est important aussi de voir ça d'un point de vue plutôt financier plutôt que comptable. Je parlerai des principaux états financiers que nous regardons, les principaux indicateurs qui sont importants aussi pour nous, les principales formations qui sont demandées en entreprise, en finance d'entreprise. Et puis, on aura la slide où il y a eu un certain nombre de questions qui m'ont été posées. Donc, voilà, les 12 premiers points répondent à pas mal de questions, mais il restera d'autres questions auxquelles je répondrai verbalement. Et je parlerai pour finir aussi des stages et des programmes en alternance chez Holdal, parce que ça aussi, c'est une très belle opportunité pour les étudiants et pour Holdal, évidemment, d'être à la rencontre, en fait, de talents potentiels qui sont, quelque part, la richesse du groupe aussi. Voilà. Donc, je vais commencer rapidement, en fait. Alors, avant de commencer par l'organigramme d'une fonction finance, je vais juste me présenter rapidement. Donc, je suis Charles Chamoun. Aujourd'hui, je travaille à Holdal en tant que CFO. Donc, moi, j'ai commencé à l'USJ et là aussi, ça a été un honneur pour moi de faire mes études à l'USJ. J'en suis très, très fier. Après l'USJ, je suis parti à Paris, donc j'ai fait un master, donc Master in Management avec option finance à l'ESCP. Mon parcours a été, donc, j'ai commencé à Paris parce que j'étais déjà en fait à l'ESCP, donc pendant 2 ans et 7 mois, j'étais chez Deloitte en tant que consultant. Donc là, c'était pas de l'audit, mais c'était du conseil. Et en fait, ça faisait à peu près 7 ans que j'étais déjà à Paris. Et moi, quand j'ai quitté le Liban, j'ai quitté pour 2 ans. Donc, après, il y a eu un certain nombre un concours de circonstances. J'étais dispensé du service militaire, etc. Je ne vais pas vous faire entrer dans ces détails-là, mais en fait, il était utile que je reste plus de temps, notamment pour le service militaire à Paris. Donc, je suis resté 5 ans. Et puis, quand je suis sorti, j'ai commencé à travailler donc, chez Deloitte en tant que consultant. Mais au bout de 7 ans, donc presque 6-7 ans, c'était trop. Je voulais vraiment rentrer au Liban pour plusieurs raisons, en fait. Et quand je suis rentré, j'ai commencé en tant que contrôleur financier ma carrière au Liban dans le groupe ADMIC. Donc, c'est le groupe qui avait et qui a toujours d'ailleurs donc les retail stores inclus à l'époque, casinos, etc. Ensuite, j'ai continué chez Johnson & Johnson dans leur division pharmaceutique durant 5 ans. Et là, c'était un bureau régional, donc 15 pays. J'étais Area Finance Manager. Et là, maintenant, je suis à Holdal depuis 10 ans. Donc, ça, c'est vraiment la plus grande partie de ma carrière, en fait, à Holdal en tant que CFO. Voilà, donc je me débrouille bien en arabe plutôt. En espagnol, j'apprends. En français, plutôt bien. Et en anglais, c'est la langue, en fait, que nous utilisons le plus souvent. Et voilà. Sinon, extra-professionnel, j'aime bien passer du temps avec ma famille. J'aime beaucoup le sport aussi, principalement tout ce qui est sport de glisse, donc roller, ski. J'aime bien faire de la voile, j'aime beaucoup la mer, j'aime la nature et aussi la musique, évidemment. Donc voilà, ça vous donne juste un aperçu rapide sur voilà, la personne que vous avez aujourd'hui ce soir en face de vous.
Pour commencer par l'organigramme de la fonction finance en entreprise. Donc, je vais parcourir rapidement l'organigramme. Donc, une fonction finance, généralement, est structurée autour des unités suivantes. Donc, il y a l'unité de comptabilité. Donc, j'ai mis le nom en français et en anglais pour certains, parce qu'il y a certaines, en fait, références au niveau des postes d'emploi où vous allez voir ces noms-là apparaître. Donc, suivi des clients, ça, c'est une autre unité, le suivi des clients. Les taxes et les assurances, pas nécessairement toujours groupées ensemble, mais elles peuvent l'être ensemble. Nous, chez nous, par exemple, elles sont groupées. La trésorerie, qui est une unité très importante, le contrôle financier et la planification et l'analyse financière qu'on appelle aussi Financial Planning and Analysis. Donc ça, vous verrez, par exemple, quand les étudiants seront diplômés et qui vont vraiment approcher le marché de l'emploi, il y aura beaucoup de postes qui sont Financial Planning and Analysis ou bien Financial Control, et évidemment aussi dans la comptabilité. Alors, très rapidement, que font chacune de ces unités-là? Donc, la comptabilité, je pense que c'est très clair pour tout le monde. La comptabilité va enregistrer les écritures comptables en comptabilité générale, généralement, et conformément, en fait, aux normes locales et internationales. Il va y avoir des enregistrements d'écriture analytique. Je pense en master, c'est des termes qui sont très, très connus. Mais en tout cas, s'il y a un point que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Les contrôles comptables et les réconciliations qui sont très importantes parce qu'en fin de compte, la comptabilité devrait aussi pouvoir refléter des opérations qui sont des opérations tout à fait réelles et qui reflètent des transactions existantes. Donc, il faut faire des réconciliations, que ce soit avec les banques, les fournisseurs, les clients. Et les clôtures comptables qui sont faites mensuellement, trimestriellement et bien sûr aussi annuellement. Le suivi des clients, en fait, l'objectif du suivi des clients, c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas de retard au niveau des paiements et surtout aussi être très ferme sur les limites de crédit qu'on peut donner. Par exemple, nous, quand on vend des produits, par exemple, et de la marchandise à nos clients, s'il y a des retards, on a la possibilité de mettre des limites et au bout de cette limite-là, on arrête la facturation, on arrête la vente, de manière à mettre la pression sur les clients pour qu'ils payent ces factures. Et cette unité-là surveille effectivement l'atteinte de ces limites-là. Elle bloque ou débloque les comptes clients une fois que ces limites sont atteintes, dues au retard de paiement encore. Les taxes, donc ça va de soi, c'est tout ce qui est par exemple des déclarations fiscales, les paiements de taxes, l'assistance aux audits fiscaux et aussi aux contrôles fiscaux de la part du ministère des Finances. Donc cette unité est aussi très importante, elle a un enjeu qui est important parce que les contrôles fiscaux peuvent, si les taxes ne sont pas bien suivies, peuvent être très coûteuses pour une compagnie. La trésorerie, donc c'est tout ce qui est gestion d'encaissement, de paiement, l'optimisation aussi de la disponibilité. Donc, une fois qu'on a effectivement en banque un certain montant, il faut aussi pouvoir l'utiliser le mieux possible et pas que ce soit un montant qui soit dormant dans nos comptes bancaires. Il y a aussi les opérations de change, évidemment, la gestion des prêts bancaires et la réconciliation bancaire et de manière encore aussi plus importante, tout ce qui est projection. Donc, projection de cash flow, projection de trésorerie. Et les mois qui viennent, surtout dans le cadre de la crise, j'ai vu des questions qui s'apparentaient à la crise et je vais y répondre aussi. Dans le cadre de la crise, comment on gère cette trésorerie-là? Et je vais être très concret en fait là-dessus aussi. Mais je préfère juste balayer rapidement la partie, je dirais, un peu théorique. Le contrôle financier. Donc là, le contrôle financier, contrairement à ce que vous voyez ici, la planification financière, le contrôle financier, c'est un contrôle en fait qui a lieu sur la comptabilité générale, pas sur la comptabilité analytique. Donc, c'est vraiment en fait contrôle financier par des écritures comptables par entité légale et aussi l'établissement des états financiers, toujours dans le cadre d'une comptabilité générale. Alors que la planification et l'analyse financière, donc le Financial Planning and Analysis, c'est plutôt la comptabilité analytique et non la comptabilité générale. Alors, quelle est la différence en fait? La comptabilité générale, c'est ce qu'on a pu voir en fait dans les livres de comptabilité, c'est-à-dire une comptabilité par entité légale, alors que la comptabilité analytique, elle est vraiment propre à chaque entreprise. C'est chaque entreprise qui va décider comment segmenter en fait son opération et son organisation. Donc, elle va dire, par exemple, que quand je reçois une facture, disons, de $100, cette facture de $100 en comptabilité générale va aller en facture, en paiement. Donc, d'abord, facture fournisseur et charge. Par contre, en comptabilité analytique, il va y avoir peut-être une partie de ces $100, disons $20 qui vont aller aux ressources humaines, $50 qui vont aller à l'unité commerciale, et puis le reste peut-être au département financier. Donc, c'est cette segmentation au sein de l'entreprise qui correspond à la comptabilité analytique, qui est vraiment propre à chaque entreprise
et c'est vraiment du domaine de ce qu'on appelle Financial Planning and Analysis. Donc, c'est là que vont sortir les budgets analytiques, donc les budgets management, que le management va pouvoir utiliser pour la prise de décision. C'est de là que vont sortir aussi les états financiers que le management va aussi, encore une fois, pouvoir utiliser pour la planification et la prise de décision. Maintenant, les métiers en finance. Je vais aller sur les métiers en finance parce que vous allez voir ça une fois que vous serez sur le marché du travail. Ce sera important de comprendre qui fait quoi, en fait. Donc, en comptabilité, vous allez voir, par exemple, vous allez entendre parler de junior accountant, senior accountant, accounting supervisor. Donc là, je suis en train de monter hiérarchiquement, si vous voulez, au sein de la même unité. Accounting manager, et ensuite le accounting manager qui peut aussi être développé en finance manager, en finance director ou CFO. Donc ça, c'est pour la comptabilité. Pour le suivi client, on va avoir un collector agent, donc c'est la personne en fait qui va aussi collecter les encaissements auprès des clients sur le marché. Mais on va avoir aussi des account receivable officer qui vont peut-être taper des reçus. On va avoir des comptables, donc accountant, senior accountant, account receivable specialist, donc ça va être des personnes qui vont être focalisées sur les encours clients, comme j'ai dit il y a quelques minutes, en fait, pour libérer les lignes de crédit et pour débloquer, en fait, les comptes clients ou les bloquer. On va avoir, dépendamment de la taille de l'entreprise, un account receivable manager et account receivable director. Et ça dépend, en fait, de la taille de l'entreprise. À Oldal, on s'est arrêté au account receivable specialist. Et puis, au niveau des taxes et assurances, on va avoir un tax officer, un tax specialist, un tax manager, un tax director. Pour la trésorerie, on va avoir un assistant treasurer, donc c'est les trésoriers, treasurer, senior treasurer, manager of treasury et director of treasury. Encore une fois, la raison pour laquelle je vous donne ces terminologies-là, c'est parce que vous allez les rencontrer plus tard quand vous allez appliquer pour des emplois. Le contrôle financier, donc dans l'unité de contrôle financier, vous allez avoir le financial controller, le senior financial controller, le financial control manager, qui pourra aussi bouger de manière hiérarchique, en fait, à un poste de finance manager, ou bien de continuer, si l'opération est grande, à une responsabilité plus importante au sein du contrôle financier, qui va être un rôle de financial control director, et puis finance director ou CFO. Et la dernière unité, donc, qui est la planification et l'analyse financière, où on va avoir des junior financial analysts, senior financial analysts, FP&A. Donc, vous allez m'entendre parler de FP&A, qui est le Financial Planning and Analysis. Ça, c'est effectivement cette unité de Financial Planning and Analysis, celle qui fait ce reporting analytique, qui sert à la prise de décision, encore une fois. Donc, vous allez avoir des Financial Planning and Analysis Manager, qui pourront bouger en finance manager ou bien, dépendamment de la taille de la structure, évoluer en financial planning and analysis director, si l'entreprise est grande, si le groupe est grand, ou bien en finance director ou CFO. Ben, ça, c'est les principaux métiers, en fait, dans une fonction de finance d'entreprise. Maintenant, les parties prenantes, je vais juste essayer de bouger. Voilà. Les parties prenantes d'une fonction finance, donc les stakeholders, qui sont autour de la fonction finance. Alors, juste un instant. Bon, vous allez m'excuser parce que, pour une raison, mon ordinateur a bugué un peu. Juste un instant. Voilà. Donc, quelles sont les parties prenantes, en fait? On a des parties prenantes en interne. Qui sont les stakeholders? Donc, en fait, la finance, elle travaille vraiment avec l'ensemble de l'organisation. Elle travaille avec les opérations commerciales très régulièrement, notamment, par exemple, pour l'établissement des budgets, notamment, par exemple, pour la revue des états financiers, notamment aussi pour la revue, par exemple, des latest estimates qu'on fait tous les mois, qui correspondent aussi à des budgets mensuels que nous pourrions faire. Donc, avec l'entité commerciale, c'est quelque chose qui est très, très important, notamment, par exemple, sur l'ouverture de nouveaux marchés, la mise en place, par exemple, ou l'acquisition de nouvelles marques, le développement de nouveaux concepts. Donc, tout ça, c'est vraiment crucial que la finance soit vraiment en étroite relation avec les opérations commerciales. La fonction logistique, ça va de soi. Les autres fonctions aussi, par exemple, les ressources humaines, l'administration, le légal. Le comité exécutif, donc c'est le comité vraiment qui va implémenter les décisions qui seront prises par le conseil d'administration. Le conseil d'administration, parce qu'il va y avoir qui va devoir être fait au conseil d'administration. Ça, c'est en interne. Par contre, en externe,
Évidemment, la finance est en relation avec les clients, nous en avons parlé, donc au niveau, par exemple, des limites, etc. Les fournisseurs de biens et de services, que ce soit des biens ou des services comme l'audit, le conseil, les assurances, le marketing, les banques, l'État, à travers, par exemple, le ministère des Finances, le ministère du Travail, l'économie et le commerce, les concurrents, et puis les actionnaires et les investisseurs aussi. Voilà. Alors, le rôle du CFO. Aujourd'hui, le rôle du CFO, en fait, c'est un rôle qui commence avec la protection de la valeur. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par protection de valeur? Concrètement, aujourd'hui, quand un CFO arrive dans une compagnie, cette compagnie a des actifs. Elle a des immeubles, elle a des stocks, elle a une opération, elle a des transactions qui se font. Comment s'assurer qu'aujourd'hui, à tous les maillons de la chaîne, l'entreprise n'est pas en train d'être impactée négativement, soit que les stocks sont mal gérés, soit par exemple qu'il y a des vols, soit par exemple que les stocks sont en train d'expirer sans que vraiment personne ne s'en rende compte, ou bien ils sont mis dans un emplacement qui n'est pas convenable, ou bien par exemple que l'entreprise a des actifs. Par exemple, ça peut être des locaux, ça peut être même des actifs, ça peut être d'autres entreprises qui ne sont pas gérées correctement et qui peuvent aussi ouvrir des brèches sur un plan légal et fiscal. Donc aujourd'hui, par exemple, si on a une entité en Irak ou en Syrie, par exemple, ou dans n'importe quel pays de la région, mais surtout dans les pays de la région qui sont compliqués, donc si une entreprise travaille avec des pays qui sont à risque, aujourd'hui, il est très important de pouvoir protéger la valeur de ces entités-là et ne pas être, par exemple, sujet à un contrôle fiscal ou pour une raison ou une autre, l'entreprise n'avait pas pris ces mesures de manière correcte et finit par être exposée à des montants très importants de paiement. Donc, c'est la protection de l'existence, c'est la protection de valeur. Et en fait, pour protéger l'existence, en fait, ce que je fais, c'est vraiment essayer d'avoir le plus possible d'interaction avec les experts, que ce soit les experts, par exemple, fiscaux, légaux, et avec le terrain aussi. C'est-à-dire que, par exemple, nous, au Liban, ce qu'on a tendance à dire, c'est que nous souhaitons que, par exemple, l'Irak, où Holdal est aussi présente, soit aussi proche du Liban que ne l'est le reste des collaborateurs ici. Donc, c'est vraiment en fait des calls toutes les semaines et même régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, sur différents sujets, de manière à s'assurer quelque part qu'on garde vraiment une certaine maîtrise sur les opérations qui sont loin de nous. Au-delà de la protection de valeur, il y a la gestion de l'information et des systèmes. Et ça, c'est important, c'est très, très important. Aujourd'hui, on a beau en fait travailler en finance, on a beau même avoir une certaine expertise, une certaine expérience. Si l'information qu'on est en train d'avoir dans les systèmes n'est pas la bonne information ou bien qu'elle est sujette à aussi des manipulations humaines qui peuvent l'altérer, on va finir par sortir des rapports financiers qui vont être faux. Donc ça, c'est vraiment le contrôle et le filtre de l'information est vraiment primordial, c'est critique. Ça ne sert à rien de passer une grande partie de nos vies dans les compagnies pour lesquelles nous travaillons si le travail qu'on va faire va être basé sur des chiffres qui sont faux ou des chiffres qui contiennent des erreurs significatives. Donc ça, c'est important. Et les systèmes aussi, et là, il y avait une question là-dessus que j'ai reçue, c'est en fait comment on fait pour quelque part rester à jour au niveau aussi du système d'information. En fait, le CFO a un rôle très important dans le sens où c'est lui qui va quelque part donner la recommandation finale sur le système d'information comptable, un système qui va englober énormément de parties aussi, que ce soit dans les fonctions ou dans les opérations commerciales. Donc, le choix du système, les travaux après de ce qu'on appelle maintenant FinTech, donc c'est en fait le développement, l'automatisation aussi des processus qui prend du temps, qui demande beaucoup de travail aussi au-delà de ce qu'on peut faire, je veux dire, quotidiennement, et du ressort aussi du CFO. Voilà, mais ça, c'est vraiment primordial parce que si on est lent à sortir nos informations, on n'est pas compétitif sur le marché. Et si l'information que nous sortons n'est pas bonne et qu'elle contient des erreurs, on n'est encore vraiment pas compétitif. En plus, on peut être exposé à de très lourdes peines d'ordre légal et fiscal. La création, et puis ensuite, il y a la création de valeur. Alors, on a parlé de la protection de valeur. Là, c'est la création de valeur. Donc, la création de valeur, c'est qu'au-delà de la valeur qui existe déjà, qui est quelque part, qui correspond aux actifs dont j'ai parlé donc, dans le premier point, la création de valeur, c'est comment on s'assure que, quelque part, l'opération que nous avons entre les mains est une opération aujourd'hui qui est la mieux gérée en termes de profitabilité, en termes de cash flow, et qu'on a bien géré nos
nos conditions avec les banques, avec les fournisseurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore mieux de manière à pouvoir améliorer et créer plus de valeur dans ces entités-là? Et puis, là, dans la création de valeur, il y a les acquisitions et les fusions, donc les rapprochements d'entreprises et les acquisitions d'entreprises qui vont permettre de dégager encore plus de valeur parce que la direction pense que, disons par exemple, le groupe Holdal a beaucoup d'avantages à acquérir, par exemple, telle société. Pourquoi? Parce que ça va créer des synergies, parce qu'on a, par exemple, les fonctions en place, les fonctions support, je parle, qui permettent de prendre en compte et de gérer encore plus de transactions, donc à travers une acquisition d'autres entreprises. Donc, que ce soit l'acquisition d'entreprises ou que ce soit l'acquisition de nouvelles marques, que ce soit l'ouverture de nouveaux marchés, que ce soit aussi, même sur l'existant, l'amélioration de la situation existante, tout cela va créer de la valeur. Et tout cela aussi, le CFO en est grandement responsable. En tout cas, il travaille pas seul, il travaille évidemment avec l'ensemble des collaborateurs, que ce soit les collaborateurs commerciaux surtout, parce que c'est souvent eux qui vont aller proposer une opération, une opportunité sur le marché, donc d'acquisition de marques ou de compagnies. Et puis, enfin, le rôle du CFO aussi, c'est d'aider à la décision. Donc, cette aide à la décision et à la négociation qui est très importante. Parce que finalement, il y a beaucoup d'informations. Dans un système d'information comptable, il y a énormément d'informations. Si on ne fait pas le tri de cette information et qu'on n'essaie pas de synthétiser l'information de manière à avoir vraiment l'essentiel et que cette information essentielle puisse nous permettre de prendre la bonne décision, on perd beaucoup de temps, on perd de l'argent et on peut même aussi prendre de mauvaises décisions et acquérir peut-être des marques ou des compagnies qui vont nous faire perdre de la valeur et donc nous faire perdre de l'argent aussi au lieu que nous soyons en train de créer de la valeur. Et donc ça, c'est important. Et dans la négociation, le CFO a aussi une place très importante dans le sens où il y a tellement de leviers sur lesquels auxquels nous sommes exposés de par notre fonction que nous pouvons, en fait, par rapport à certaines situations, avoir beaucoup d'arguments de négociation. Donc, on a vu ça, par exemple, principalement et concrètement, moi j'ai vu ça durant ces 2 dernières années, où aujourd'hui le marché est très dérégulé, le marché est très instable. Et aujourd'hui, il y a, à partir du moment où on est vraiment challengé sur certains points de négociation ou des conditions fournisseurs, par exemple, il y a tellement d'instabilité qu'il est très facile pour nous de mettre ces instabilités en avant et de pouvoir en bénéficier d'une certaine manière, donc de tourner une situation qui est une situation de crise en situation d'opportunité parce que finalement, ça devient après des leviers de négociation. Et comme le CFO a cette exposition à ce type de différentes, je veux dire, variables, il est dans une bonne position pour pouvoir négocier et pour pouvoir apporter plus d'arguments encore sur une table de négociation. Alors maintenant, je vais passer à la valeur à la vision, de la vision d'entreprise, comme on a dit, au budget. Donc en fait, une entreprise, en général, quand elle est créée sur la base, en fait, elle part… Oui, pardon, quelqu'un m'a appelé. Non, personne. Pardon, excusez-moi. Donc, quand une entreprise est incorporée, en général, il y a un groupe de femmes et d'hommes qui cherchent à réaliser quelque chose. Donc, c'est des personnes voilà, qui veulent se lancer dans une certaine activité. Et elles ont en tête de ce qu'elles pourraient apporter au marché à travers cette activité. Et c'est ce qu'on appelle en fait la mission. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui? Je vous donnerai des exemples de missions, mais qu'est-ce qu'on essaye aujourd'hui de réaliser en s'associant tous ensemble? Qu'est-ce qu'on essaye de changer ou qu'est-ce qu'on essaye de réaliser sur le marché? Et généralement, cette mission s'appuie sur des valeurs. Si nous n'avons pas en fait des valeurs qui nous permettent de tenir dans la durée, on peut aussi être décrédibilisé par le marché. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est une compagnie, vous voyez une compagnie par exemple sur des réseaux sociaux qui pollue, qui ne fait pas attention à l'environnement, qui salit, qui est aussi irrespectueuse avec ses employés, ça ne va pas vraiment vous donner envie d'acheter ces produits. Et donc, les valeurs sont très importantes parce qu'à partir du moment où vous construisez une mission qui est très forte, sur aussi des valeurs qui sont universellement acceptées, vous avez déjà un levier qui est quand même très, très important. Mais il reste la vision, et la vision est très importante. C'est-à-dire que la vision, c'est vraiment où on souhaite, comment on se voit en fait, comment on se voit dans 5 ans, comment on se voit dans 10 ans, sachant
que nous opérons, par exemple, ici au Liban, nous sommes en Irak. Donc, comment on peut se projeter dans l'avenir et qu'est-ce qu'on voudrait, à quoi on voudrait que notre compagnie ressemble dans les 5 ans à venir ou dans les 10 ans à venir. Donc, c'est une vision qu'on se met. Et voilà, donc une fois qu'on a défini cette vision, on sait pourquoi on s'est associé, donc on a défini la mission et on a aussi des valeurs très fortes qu'on ne va pas trahir quelque part et sur la base desquelles nous allons travailler. On peut passer à ce qui va être en fait, on va décliner ces concepts-là en chiffres. Mais avant d'arriver aux chiffres, j'aimerais partager avec vous, par exemple, Holdal et la vision, la mission et les valeurs de Holdal. Pour vous donner juste un exemple de vision. Donc, par exemple, pour Holdal, et c'est des choses que vous pourrez retrouver sur notre site Internet, la vision, c'est People, Business, Communities Powered by Holdal. Et qu'est-ce que Holdal veut dire par là? C'est qu'aujourd'hui, Holdal vraiment met à la disposition de son personnel, du business aussi et de la communauté, la possibilité de faire vivre des projets à l'extérieur. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment en fait la vision de Holdal aujourd'hui, de dire aujourd'hui, si on a des personnes, que ce soit par exemple des employés, ou si on a vraiment un business spécifique ou une communauté, et aussi notre engagement envers la communauté nécessite aussi un certain appui, on serait vraiment fiers que Holdal puisse prendre et puisse jouer un rôle aussi là-dedans et puisse aussi power these initiatives, en fait, qui viennent des personnes, des différentes personnes. Donc ça, c'est la vision que Holdal s'est mise, c'est vraiment d'être au cœur de la création, quelque part, que la création vienne d'un employé, qu'elle vienne de la communauté, qu'elle vienne du business lui-même. La mission, pourquoi nous venons en fait au bureau tous les jours, dans quel but, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer en fait quotidiennement, c'est vraiment to create meaningful experiences, develop brands, une compagnie commerciale, develop brands and services with a positive, sustainable impact on our community and environment. Donc là aussi, la mission, c'est pas de récupérer tout ce qui se vend, non, c'est vraiment en fait d'avancer et de développer la compagnie dans un respect absolu de la communauté. Je pense que si vous avez suivi Holdal sur les réseaux sociaux, vous allez vu ce qu'Holdal fait pour la communauté et l'environnement. Ensuite, pour arriver aux valeurs, ça c'est vraiment la valeur partagée par la famille et qui a été aussi cascade au reste de l'organisation, donc que ce soit integrity, donc vraiment le côté d'honnêteté, leadership and accountability, team spirit, entrepreneurship and innovation, responsible citizenship. Donc voilà, j'ai juste voulu vous donner un aperçu de ce que pouvait représenter une vision, une mission et des valeurs d'entreprise. Parce qu'une fois qu'on les a, comme je disais, ces concepts vont être déclinés en chiffres. Et on va en fait travailler sur la vision. Donc à partir de la vision, on va pouvoir mettre en place un plan stratégique. Je regarde l'heure juste pour être sûr qu'on est dans les bons temps. Voilà, on va pouvoir décliner un plan stratégique important sur 5 ans. Ce plan stratégique va être décliné en budget annuel et ces budgets annuels initiaux initiaux vont pouvoir être révisés par la suite au cours de l'année s'il y a des changements importants. Et on a vu qu'en période de crise, il y a eu des changements très importants. Mais une fois qu'on a ces budgets annuels, on va pouvoir déterminer des objectifs par centre de budget. Et les centres de budget, donc là, on parle vraiment de comptabilité analytique, pas de comptabilité générale. Donc, on revient au FP&A qui va, lui, gérer ses états financiers. Mais quand on a les objectifs financiers par centre de budget, on n'a rien fait encore parce qu'on veut aussi pouvoir motiver les personnes d'atteindre leurs propres objectifs sur le plan personnel. Donc là, c'est vraiment décliner ces objectifs en indicateurs clés de performance qu'on appelle KPIs. Donc là, c'est vraiment chaque personne qui va avoir des KPIs qui vont répondre aux objectifs, qui répondent au budget, qui répondent au plan stratégique et qui répondent aussi à la vision. Et ensuite, on va pouvoir suivre mensuellement les écarts. Et ça, c'est au niveau du contrôle de gestion, donc que ce soit le financial control qui va pouvoir suivre ou aussi le FP&A sur un plan analytique qui va pouvoir suivre les écarts pour se dire est-ce que vraiment on va pouvoir atteindre notre budget finalement? Est-ce qu'on va pouvoir atteindre notre plan stratégique? Est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir? Est-ce que finalement on va pouvoir aussi atteindre notre vision qu'on s'était mise à 5 ans ou à 10 ans? Donc voilà, c'est comme ça que la vision est finalement déclinée en chiffres jusqu'au plus fin niveau, jusqu'au niveau vraiment de l'objectif individuel qui, après, est suivi mois par mois. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on entend par centre de budget? Je pense que vous êtes tous familiers avec les centres de budget. Donc, on a ce qu'on appelle les centres de profit. Ce sont tous les centres de budget donc, qui génèrent des revenus. Donc, par exemple, un magasin de retail peut être un centre de budget, il génère des revenus. Une vente, une distribution au supermarché peut être un centre de profit parce qu'elle génère des revenus. Les centres de coûts, par contre,
c'est généralement les centres de budget donc, qui ne génèrent pas de revenus. Et quand je dis centre de budget, c'est-à-dire qu'en fait, il y a au-dessus d'elle une personne qui est responsable de son budget. Donc, par exemple, la finance est un centre de coût. Ça ne veut pas dire que la finance ne contribue pas à la création de valeur. Elle contribue à la création de valeur, mais elle ne génère pas de profit. Donc, elle est catégorisée, si vous voulez, en centre de coût. Même chose pour les ressources humaines, par exemple. Bien que ce soit des fonctions essentielles, mais c'est des centres de coût. Et les centres d'investissement, donc, qui sont les nouveaux marchés, les nouvelles marques, les nouveaux concepts, qui sont encore dans leur phase de lancement et qui nécessitent un apport important en capital afin d'être profitables. Maintenant, une fois qu'on a fait ça rapidement, comment se déroule un exercice budgétaire? Très rapidement, donc tout ce qui est en bleu, c'est la finance. Rouge, c'est les opérations commerciales. En fait, les responsables de budget, que ce soit opérations commerciales ou fonctions même, tous les responsables de budget. Et puis là, c'est la finance et les responsables de budget. Et puis, on verra la dernière ligne ensemble. Donc, en fait, il y a une préparation des supports et des systèmes parce que finalement, on va envoyer des supports et on va faire travailler les équipes sur des systèmes qui doivent être cohérents et consistants et structurés. Parce que sinon, si chacun envoie ces chiffres un peu à sa façon, ce sera très difficile au niveau de la finance pour consolider les chiffres. Donc, en fait, non, c'est toujours ce qu'on fait, nous, dans nos budgets, par exemple. On a des templates qui sont des templates très standardisés. On sait exactement qu'est-ce qu'on attend des opérations et on leur envoie ces templates de manière à ce qu'elles commencent à les remplir dans le cadre de cette préparation de budget. Donc, on ne les laisse pas quelque part travailler ou de présenter leurs chiffres sur des templates qui sont déstructurés. C'est des templates qui sont très structurés. Par contre, s'ils ont des informations au-delà des templates qu'on leur demande de remplir, s'ils ont des informations supplémentaires à nous communiquer parce qu'ils considèrent que ces informations vont pouvoir nous donner encore une meilleure visibilité, là, il n'y a pas de problème. Évidemment, on prend tout ce qui est bon. Donc, on va certainement leur demander aussi de nous envoyer tout ce qu'il y a de plus. Mais les templates de budget qui sont des templates structurés et uniformes sont ceux que nous envoyons de manière à faciliter après la consolidation. Donc, on met à leur disposition ces supports, on met à leur disposition aussi les systèmes qu'ils vont utiliser. On envoie les lignes directrices de budget, c'est-à-dire on leur dit par exemple à quel taux de change ils vont travailler. Donc, on leur envoie un certain nombre en fait, de directives dans le cadre du budget que nous préparons. Là, les opérations, donc les responsables du budget vont travailler sur leur budget. Il va y avoir des modifications et des mises à jour qui vont être faites entre les responsables de budget et donc la finance. La finance va refaire une consolidation. Une fois que le budget est consolidé, il va être présenté au DG, donc au directeur général ou au CEO si vous voulez. Et une fois que le DG l'a approuvé, il va lui le présenter au conseil d'administration donc, ou au board of directors. À Holdal, c'est effectivement le cas. Donc, nous, nos budgets sont présentés au board of directors et les budgets sont validés par le board of directors. Donc, une fois qu'on a l'approbation, c'est bon, elles sont validées et on revient à la slide d'avant où effectivement les budgets sont déclinés en KPIs, c'est-à-dire en objectifs individuels. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Vous l'avez certainement vu dans le cadre de votre cursus, mais j'aimerais juste passer très rapidement dessus parce que je pense que pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne l'ont peut-être pas appris, je pense que ça restera chez vous et ça sera utile aussi dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'est le cycle opérationnel et le cycle de conversion de l'encaisse? Là, on est en train de parler en fait de ce qu'on appelle en anglais the operating cycle and the cash conversion cycle. Et là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on voudrait savoir, et c'est très important en analyse financière, on voudrait savoir combien de temps, on parle de temps là, on parle de jours, combien de temps il nous faut pour convertir en fait une dépense en un revenu. C'est-à-dire que moi, je vais payer pour acheter de la marchandise, mais une fois que je l'ai acheté, combien de temps il me faut pour pouvoir récupérer l'argent de mes clients? Pourquoi c'est important? Parce que si je commence une opération, il y a beaucoup de compagnies d'ailleurs qui ont fait faillite à cause de ce genre de situation. Si je commence par manque de financement, alors qu'elles étaient en croissance, elles étaient profitables. Mais être profitable en croissance ne suffit pas. Le cash flow, on dit cash is king. Cash is king, pourquoi? Parce que si on est en croissance et qu'on est profitable, mais qu'on est encore très jeune au niveau de la compagnie, peut-être que les banques ne vont pas vouloir nous prêter de l'argent. Et donc, si on n'a pas fait aussi une bonne analyse derrière de se dire, bon, une fois que j'ai vendu, est-ce que vraiment je vais pouvoir récupérer rapidement mon argent pour continuer mon activité ou bien je vais vendre et là, je vais avoir un trou parce que je ne vais plus pouvoir financer de nouveaux achats en attendant que les clients me payent. Donc, c'est des concepts qui sont essentiels en finance. Donc, en gros, il y a une commande client, une commande fournisseur, pardon, au départ.
rien ne se passe à ce niveau-là. Par contre, une fois qu'on reçoit le stock, et ça c'est le moment crucial, c'est là que les compteurs commencent à tourner, que ce soit pour le operating cycle, le cycle opérationnel, ou bien pour le cycle de conversion de l'encaisse. Donc, c'est vraiment la réception du stock. Gardez ça en tête, c'est la réception du stock qui trigger donc le operating cycle et le cash conversion cycle. Donc, on a reçu ce stock. On a l'actif qui est la marchandise en stock. On a payé le fournisseur. On a vendu ce stock. On était censé être payé par le client, mais le client a voulu retarder un peu son paiement. On a quand même poussé le client parce qu'on lui a arrêté les lignes de crédit, par exemple, et le client a fini par payer, donc l'encaissement effectif. Donc là, comme je vous disais, cette date-là qui part de la réception du stock jusqu'au paiement du fournisseur, c'est ce qu'on appelle en cours fournisseur. Et en anglais, c'est le Days Payable Outstanding. C'est le nombre de jours, en fait, que le fournisseur va nous donner en crédit. Le fournisseur va nous dire que vous pouvez payer après 90 jours ou après 120 jours. Mais ça ne voudra pas dire que j'ai effectivement ici 120 jours. Parce que s'il me dit que vous pouvez payer à partir de l'envoi de la marchandise ou de la commande, lui va commencer à compter ici. Et s'il faut un mois, disons par exemple, j'ai 2 mois, le fournisseur me donne 2 mois de crédit. Si j'ai 2 mois, mais qu'un mois, je l'ai raté déjà parce que la marchandise était en route, il ne me reste qu'un mois en fait d'encours fournisseur réel. Ensuite, je paye le fournisseur. Et là, j'ai du stock. Entre la réception du stock et la vente du stock, j'ai du stock. Donc, j'ai ce qu'on appelle les jours de stock qui sont des Days Inventory Outstanding. Donc, combien de jours de stock en moyenne la compagnie est en train de garder dans ses dépôts. Est-ce qu'on parle, par exemple, d'1 million de dollars de stock et qui représente environ 3 mois? Donc, l'idée, c'est vraiment en fait de savoir combien d'argent est bloqué en stock ici. Parce que tant que la marchandise est en stock, c'est de l'argent qui aurait pu être en banque que vous avez immobilisé dans vos stocks. Et en fin de compte, il y a l'encours client. Une fois qu'on a vendu et qu'on a vendu à crédit, avec la crise, on n'a plus de crédit en fait, parce que maintenant les clients sont en train de presque de payer tous au comptant. Mais une fois qu'on a vendu à crédit, il y a l'encours client, c'est aussi de l'argent que j'ai bloqué. Il n'est plus dans mes stocks, mais il est avec les clients. J'attends que les clients me payent. Donc, et le cash le cycle opérationnel, donc le operating cycle, va de la réception du stock jusqu'à l'encaissement effectif. Et c'est très important de comprendre combien de temps il nous faut entre le montant que j'ai immobilisé ici et le montant finalement que j'ai reçu, qui est censé évidemment couvrir ce que j'avais bloqué donc en achat. Par contre, le cash conversion cycle, donc ce qu'on appelle cycle de conversion de l'encaisse, c'est le cycle opérationnel moins ce que le fournisseur nous donne, parce que ça, le fournisseur, en fait, il nous donne un avantage, c'est lui qui nous finance. Ici, c'est de l'argent qu'on a bloqué, mais là, on ne l'avait pas encore payé au fournisseur. On a payé le fournisseur ici. Donc, toute cette marchandise qu'on avait reçue avait été reçue sans être payée. Donc, c'est quelque part un montant, si vous voulez, en moins qu'il faut défalquer de ce cycle opérationnel. Et c'est pour ça que le cycle de conversion de l'encaisse, c'est effectivement entre le moment où j'ai payé, pas le moment où j'ai reçu le stock, entre le moment où j'ai payé et le moment où j'ai encaissé, combien de jours se sont écoulés. Et pour donner un exemple illustré, si le fournisseur me donne 30 jours et que j'ai des stocks en moyenne de 120 jours, disons de 4 mois, et que je donne des crédits à mes clients de 45 jours, donc d'1 mois et demi, ça voudrait dire que mon cycle opérationnel est de 165 jours, ça veut dire 5 mois et demi. Mais mon cycle de conversion de l'encaisse, c'est-à-dire entre le moment où je paye et le moment où j'encaisse, il n'y a que 4 mois et demi qui s'écoulent, donc 135 jours. Les 135 jours étant les 165 totaux, moins les 30 jours donc qui étaient donnés par le fournisseur. Voilà, c'est important de comprendre ces points parce qu'il y avait dans une des questions aussi quels sont les éléments qui sont importants pour nous. Ça, c'est des éléments qui sont très importants pour nous. Parfois, nous sommes encore obligés de le faire un peu manuellement, mais aujourd'hui, par exemple, Rodal a lancé un projet vraiment d'automatisation de beaucoup d'informations qui étaient jusqu'à ce jour encore assez automatisées. Donc, l'idéal, évidemment, dans une structure financière, c'est que ces informations soient quotidiennement mises à jour, qu'elles soient quotidiennement actualisées. Voilà, donc rapidement aussi au niveau des concepts un peu théoriques, mais je vais aller très rapidement dessus parce que c'est important financièrement. Bilan comptable et bilan fonctionnel. Bilan comptable, je ne vais vraiment pas m'arrêter, vous êtes tous très familiers avec ça, actif et passif, donc je ne vais pas revenir là-dessus, à moins que vous le souhaitiez. Et bilan fonctionnel, là on est en train de parler d'emploi et de ressources. Donc ça, c'est en fait un bilan fonctionnel, est un bilan qui regarde en fait, qui a une vue beaucoup plus financière et analytique qu'un bilan comptable. Pourquoi? Parce que dans le bilan fonctionnel,
on va en fait mettre ensemble, on va en fait on va faire apparaître quelque chose qui est le working capital, qui est le besoin en fonds de roulement. Et le besoin en fonds de roulement, c'est exactement ce qu'on a vu ici. C'est vraiment combien de jours il nous faut pour recevoir l'argent que nous avons bloqué. Donc, donc, en fait, on est en train de parler de ce cycle de conversion de l'encaisse. Le working capital est très important parce que ce que je vous ai montré aussi précédemment est très important aussi. Il faut qu'on sache comment s'articule notre encaissement et à quelle vitesse on reçoit les fonds qu'on a investis. Il fait apparaître les fixed assets, mais ça, vous l'aurez aussi dans le bilan comptable. Il fait apparaître le shareholder equity que vous avez aussi dans le bilan comptable, mais il fait apparaître aussi les dettes nettes. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les dettes nettes, d'un point de vue même de valorisation d'entreprise, les dettes nettes sont très importantes à prendre en compte. Quand vous valorisez une entreprise, vous prenez sa valeur donc entière, telle qu'elle est valorisée sur une base en utilisant une des méthodes de valorisation, que ce soit par exemple la méthode des multiples ou la méthode par exemple des discounts et de cash flow. Mais après, pour valoriser vraiment la shareholder equity, c'est-à-dire la valeur qui va revenir aux actionnaires, vous devez défalquer les dettes nettes. Et ce bilan qui est fonctionnel permet de mettre en évidence ces paramètres-là que vous ne voyez pas dans un bilan comptable normal. Mais par contre, il est construit à partir du bilan comptable normal. Mais c'est important que j'en parle rapidement parce que dans la liste des indicateurs et des rapports que vous m'avez demandé, j'ai évidemment mis aussi le bilan fonctionnel qui est important. Donc, parlons des principaux états financiers. Donc, les principaux états financiers, je ne vais pas m'arrêter à moins que vous me le demandiez, mais sinon, je pense que c'est it talks to everyone. Vente nette et marge brute, très importante. Si on fait si on a un volume de vente très, très important, mais qu'on fait une marge de 1% et qu'on a des coûts de 10% par rapport à nos ventes, même si on vend pour 2 milliards de dollars, finalement, on va perdre de l'argent. Donc, les ventes nettes, c'est bien parce que ça permet de montrer une certaine croissance de l'entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'on peut être en croissance et avoir une marge, par contre, qui est en train de diminuer d'année en année et se retrouver après avec des profits négatifs, des pertes, dues au manque de marge. Donc, la marge est très importante à suivre aussi. Le compte de résultat par entité légale et bien sûr les principaux ratios. Quand je dis principaux ratios, c'est par exemple combien constituent les salaires par rapport au chiffre d'affaires, combien constituent par exemple les loyers par rapport au chiffre d'affaires. Donc, ces ratios-là qui sont des ratios de compte de résultat. Le compte de résultat analytique, donc qui n'est pas par entité légale, analytique, donc je reviens sur la segmentation qui est propre à chaque entreprise. Moi, j'ai voulu, par exemple, mettre la finance avec les ressources humaines. C'est peut-être pas bon, mais en tant que société, disons, on a décidé de le faire. C'est pas le cas pour Roldal, mais je donne un exemple. C'est vraiment une segmentation à l'intérieur d'une entreprise qui est vraiment propre à chaque entreprise. Le bilan comptable, le bilan fonctionnel, donc maintenant on est passé dessus. Le tableau de flux de trésorerie qui est très important, c'est vraiment de savoir d'où vient le cash. Est-ce qu'il vient vraiment de l'opérationnel ou bien il vient de quelque chose qui n'est pas vraiment opérationnel et récurrent et qui peut-être l'année prochaine ne va plus exister parce que ce n'est pas quelque chose de récurrent. Donc c'est très important aussi de comprendre les sources de la trésorerie, d'où vient le cash. Les projections, donc pas uniquement comprendre le passé, mais comprendre aussi, avoir une vue sur la projection de cash flow et surtout compte tenu de la crise aujourd'hui. Et là, je vais en parler, je vais faire une petite parenthèse sur la crise. Aujourd'hui, la projection de cash flow permet de dire si dans les mois futurs, nous allons peut-être être en rupture de cash ou pas. Si on est en rupture de cash, par exemple, et il va falloir, alors les grands groupes, par exemple, comme Roldal et les autres, en général, ne sont pas en rupture de cash, mais ça permet aussi quand même de voir où on en est par rapport au cash et de la gestion de ce cash. Si on va se retrouver dans des mois où on va avoir peut-être un surplus de cash, il va falloir aussi l'utiliser de la meilleure façon possible. Donc, la projection est importante. Et quand je parlais de la crise, prenons la crise de 2019, la crise financière du Liban. Comment on a fait ces projections de cash flow? Aujourd'hui, par exemple, on avait des taux qui étaient des taux dollars, des taux, enfin, il y avait plein de taux, des taux flèche dollar, taux non-flèche dollar. Même, il y avait des taux flèche Lebanese pound et non-flèche Lebanese pound parce que les banques se sont mises à faire payer une espèce de discount pour les compagnies qui avaient du non-flèche Lebanese pound et qui voulaient le sortir en billets. Même là, il y a eu des taux qui ont varié. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, durant la crise, c'est qu'on a tout converti dès le début en vrais dollars. Donc, on a utilisé tous ces taux sur le marché, qui étaient disponibles, en fait, sur le marché. Mais la lecture que nous avions, encore une fois, au niveau rapport financier, c'était une lecture en vrais dollars, parce que c'est au moins quelque chose
qu'on connaît. Et c'est quelque chose qui permet la prise de décision. Et c'est quelque chose aussi qui n'augmente pas la complexité de la réflexion et de l'analyse. La réflexion doit être mise sur des problématiques qui sont nécessaires à résoudre, pas sur des problématiques qui ne sont pas nécessaires. Donc, l'idée, c'est vraiment, on a tout de suite opté pour le vrai dollar, quelque part. Et donc, tous nos cash flows, toute notre projection de cash flow était convertie en vrai dollar avec les taux en vigueur. Charge par centre de budget, ça c'est important. Par exemple, si j'ai une opération je prends encore un magasin, disons Lacoste. J'ai ce magasin Lacoste, je vais voir dans le PNL qu'il y a des salaires sous Lacoste, mais il y a aussi une allocation qui vient de la finance, du HR, parce que la finance et le HR aussi font du travail pour ce magasin Lacoste. Dans la ligne salaire, je ne verrai pas la totalité des salaires, puisque dans mon PNL, tout ce qui est fonction va apparaître en fait on the bottom line. Il ne va pas apparaître en fait dans tout ce qui est direct. Tout ce qui est direct, ça va être les coûts et les revenus directs à ce magasin Lacoste. Donc, de manière à pouvoir, si on veut avoir une vue d'ensemble sur vraiment que représente l'ensemble des salaires à Roldal, il ne faudra pas regarder ce rapport-là qui est par centre de budget, parce que le centre de budget ne va me donner que le direct et tout l'indirect va être mis all together. Il va falloir regarder les charges par nature. Et dans les charges par nature, vous allez avoir aussi un profit and loss statement, mais qui va vous donner, par exemple, sur la ligne salaire across all the group, across all Roldal, que ce soit la boutique Lacoste, la finance, les ressources humaines, la logistique. Donc, c'est important d'avoir les deux. Ce rapport-là va nous permettre de voir est-ce que le point de vente est profitable avec ses direct expenses ou même avec les direct expenses, il n'est pas profitable, même avant d'arriver au indirect. Là, c'est une autre analyse. Là, c'est de dire, bon, que représentent, par exemple, aujourd'hui nos salaires par rapport à notre chiffre d'affaires total? Et là, il faut vraiment avoir les charges par nature, par ligne. Chaque ligne doit correspondre à une charge par nature. Ensuite, le fonds de roulement. Donc, comme on l'a vu un peu en détail, je ne vais pas revenir dessus, c'est les inventaires en jours, en unité, en valeur, les encours clients aussi. Ce qu'on appelle les comptes en souffrance, en fait, c'est les overdue balances. Donc, c'est les comptes clients et qui sont en retard. Et ça, c'est un indicateur très intéressant, en fait. Aujourd'hui, combien de mes factures qui sont sur le marché sont overdue? Donc, si moi, par exemple, j'ai sur le marché pour 1 000 $ et que j'ai en fait des factures impayées pour 900 $. En fait, c'est very big issue. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je ne peux pas m'attendre tous les mois de recevoir un encaissement important de ces 1 000 $, parce qu'il y a déjà 900 $ qui ne bougent pas depuis plusieurs mois et qui sont overdue. Et c'est là où on arrête les lignes de crédit, c'est là où on arrête les clients, on les bloque, etc. Jusqu'au moment où ils payent, on les débloque. Les encours fournisseurs, donc c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on doit évidemment à nos fournisseurs. Les assurances, c'est très important de savoir par exemple quelle est la couverture dont nous disposons. Disons, on a fait une assurance pour nos stocks dans nos dépôts. Disons, on a fait une assurance, je vais donner un exemple irréel, mais disons, on a fait par exemple pour $1 million. Si on vient de recevoir 3 ou 4 ou 5 conteneurs et que le stock passe à $1 200 000, on n'est plus couvert sur les stocks. Donc, c'est très important de pouvoir suivre l'assurance et de pouvoir s'assurer à tout moment que la couverture permet de couvrir les actifs en fait existants. Et un récapitulatif fiscal, une récap fiscale sur la TVA, sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe sur la propriété bâtie, sur les taxes municipales. Donc ça fait partie aussi des principaux états financiers en fait que nous regardons. Maintenant, si je regarde les principaux indicateurs, donc là, il y a beaucoup de ratios. Je ne vais pas rentrer dans tous les ratios, mais évidemment, tout ce qui a rapport avec la profitabilité, que ce soit la marge brute, la marge opérationnelle, le net profit, le profit before tax, tout ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est des indicateurs qu'on reçoit directement du compte de résultat. Dès qu'on a un profit and loss statement, on a ces indicateurs-là. Mais aussi, il y a en fait ce qu'on appelle return on asset, return on capital. Donc, toute la partie profitabilité, c'est vraiment fait appel au net income. Le return on asset, c'est combien représente notre net income du total actif. Donc là, je vais pas beaucoup m'attarder parce qu'il y a des choses aussi plus importantes, mais c'est des indicateurs que nous suivons, pas tous les mois, mais nous les suivions, par exemple, lors de board meeting, on sortait ces indicateurs-là. Mais maintenant, avec l'automatisation de notre information, on va les avoir aussi de manière beaucoup plus, de manière systématique, en fait. Activity ratio, c'est ce que nous avons vu ensemble. Donc aussi, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est les DSO, les DIO, donc Days Outstanding, Days Inventory Outstanding, Days Payable, donc pour les fournisseurs,
le operating cycle et le cash conversion cycle. Pour ça, je suis passé sur l'autre slide avant. Les liquidity ratio. Liquidity ratio, en fait, c'est important. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que là, en fait, vous avez ce qu'on appelle exigibilité à court terme. Il y en a des due. You have short-term liabilities. Et quand vous avez ces liabilities, vous devez juste être sûr que vous avez la possibilité de to settle them. Donc, il faut avoir soit du cash, to settle them, soit éventuellement quelque chose qui est proche du cash, qui est éventuellement des titres sur des marchés que vous pouvez convertir et vendre tout de suite en cash, donc ce qu'on appelle trading securities. Ou bien, donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus liquide, en fait. Vous avez le cash, vous clôturez votre liability. Par contre, quand vous n'avez pas de cash, mais que vous avez du receivable, c'est un peu plus compliqué, ça devient moins liquide. Donc là, on parle de quick ratio. Pourquoi moins liquide? Parce qu'il faut attendre quand même d'avoir les receivables pour pouvoir payer nos dettes à court terme. Et le current ratio qui est encore beaucoup moins liquide, parce que là, ça prend en compte vraiment tout ce qui est courant, donc à moins d'un an dans un bilan. Et on compte sur ce total pour pouvoir couvrir tout ce qui est exigibilité à court terme. Et ça, c'est vraiment pas liquide. On ne peut pas trop compter sur. En période de crise, on ne peut pas compter sur le current ratio. Il faut vraiment que le cash ratio soit important. Et là, je fais une parenthèse aussi par rapport à la crise. Nous, on a essayé on n'a pas beaucoup investi notre cash au début de la crise parce que justement, on voulait s'assurer que le cash ratio permettrait de répondre aux imprévus. Alors que si nous avions investi le tout sur des durées importantes, en cas d'imprévu, on n'aurait pas pu débloquer notre cash ou bien on aurait pu le faire, mais ça nous aurait coûté beaucoup d'argent. Donc, ces ratios sont importants en fait à suivre et dépendamment de la situation, de pouvoir se dire est-ce que c'est le bon moment peut-être d'investir ce cash que j'ai ou cet excès de cash ou c'est pas le bon moment, j'ai besoin d'avoir au moins un minimum pour pouvoir gérer des crises parce qu'on est en période de crise. Et les derniers indicateurs qui sont importants aussi, c'est tout ce qui est solvency ratio. Je vais prendre les plus importants en fait. Le debt to equity ratio est très important parce que le debt to equity ratio, c'est vraiment dire combien, c'est la structure de capital. Aujourd'hui, qui finance l'entreprise? On a vu le bilan fonctionnel. Donc, le bilan fonctionnel, en fait, c'est vraiment les emplois et les ressources. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle capital employed par rapport au invested capital. And what is the invested capital? What has been invested in the company? What has been invested in the company is either money coming from banks ou bien aussi money coming from shareholders. Donc, c'est soit des dettes, soit du equity. Et qui a pris le plus de risques? Est-ce que c'est le shareholder qui a pris le plus de risques dans l'activité? Aujourd'hui, peut-être qu'on a un debt to equity ratio qui est très faible parce qu'il y a beaucoup de equity. Et dans ce cas-là, ça veut dire que, bon, normalement, on n'a pas de problème avec les banques, mais ça voudrait dire que finalement, les shareholders ont eux-mêmes bloqué beaucoup d'argent dans la compagnie et que le taux de rentabilité doit être très important parce que les shareholders, en général, ont comment on dit, they are expecting a certain return qui est plus élevé que la dette, parce que sinon ils auraient mis l'argent en banque. Donc évidemment, they are expecting more return, et donc ça coûte aussi plus cher à la compagnie. Mais la dette, en cas de crise, est très dangereuse, parce que si en cas de crise, on est très endetté, qu'on ne peut pas rembourser ses dettes, on part vers la faillite. Donc ça, c'est un des plus importants. Le reste est important aussi, mais vraiment, je me suis attardé sur le plus important. Shareholder on equity ratio, c'est important. Pourquoi? Parce que sur le bilan, on a un total asset. Et si aujourd'hui, les shareholders représentent aussi, disons, 40% de ce total asset, ça veut dire que les shareholders aujourd'hui, ou 50%, ou 100%, ou 60%, ça veut dire que c'est eux qui financent de manière très majoritaire la compagnie et pas les banques. Voilà, donc ça, c'est les principaux indicateurs financiers. Je vais passer aux formations. Je ne sais pas si je vais trop vite, mais je vais passer aux formations. Après, je pense qu'on pourra poser aussi, on pourra ouvrir la session aux questions. Donc, on va poser aussi une question par rapport aux formations. Quelles sont les plus demandées en finance d'entreprise? Une des formations qui est très importante de nos jours, c'est vraiment le CPA. CPA, c'est en fait une formation comptable nord-américaine, surtout américaine en fait, qui est très reconnue. Elle a la caractéristique d'être la seule, si je ne me trompe pas, à être autorisé pour la signature de rapports d'audit. Aujourd'hui, dans les compagnies d'audit, you have to have a CPA in order to sign audit reports. C'est très important. Et elle est très demandée même mondialement. Elle est demandée mondialement et particulièrement sur le marché nord-américain, européen et même dans les pays du Golfe, par exemple, le CPA est très, très demandé maintenant.
alors que c'est pas une formation financière spécifique, c'est une formation surtout comptable, mais elle est financière aussi. Elle est même plus appréciée que le CFA et elle paye mieux en fait que le CFA. Globalement, sur les marchés, je dirais nord-américains et européens, c'est une formation qui est plus solide, qui est perçue comme étant plus solide et dont le salaire en fait des candidats ayant un CPA est plus élevé. On a aussi ce qu'on appelle donc ACA Qualification. ACA, c'est l'Association of Chartered Certified Accountants. Ça, c'est en fait européen. Et c'est une expertise comptable européenne qui est très appréciée en Europe et qui est très demandée sur les marchés européens. Si vous allez, par exemple, en Europe, vous allez voir que très souvent, ils demandent soit CPA, soit ACA. C'est de l'expertise comptable. C'est comme le CPA américain où on est Chartered Accountant, Public Accountant. Là, on est aussi on a une Chartered Certification, Chartered Accountant. Donc, la partie CFA, par contre, c'est une formation qui est un peu différente. Elle est beaucoup plus financière qu'au comptable. Elle est très demandée pour les métiers qui touchent, par exemple, l'analyse financière, la gestion d'actifs financiers, les fonds d'investissement. Elle est aussi très appréciée mondialement, même dans les marchés nord-américains et même dans les pays du Golfe. Mais évidemment, elle est, si vous voulez, moins, je dirais, appréciée que le CPA, à part dans certains métiers où il y a beaucoup d'analyse financière, comme les métiers, je dirais, d'investissement. Ensuite, il y a les MBA et les Masters in Finance. Donc là, c'est des formations plus générales, en général, que le CPA et le CFA, qui sont très comptables et financières. Là, le MBA, vous allez avoir du marketing, vous allez avoir de la vente, vous allez avoir beaucoup de choses. Et aussi, donc c'est une formation qui est dispensée par les grandes écoles de commerce. Elle est appréciée sur le marché du travail, mais moins universelle que le CPA. Donc, par exemple, quelqu'un qui sort d'une grande école de commerce, disons française, en Amérique, un diplôme HEC peut-être serait bon, ESSEC un tout petit peu moins, SCP un peu moins, mais après, ils connaissent moins. Tandis qu'un CPA, c'est universel, c'est connu et ils savent ce que c'est. Mais l'intérêt de ces formations, MBA et Master in Finance, c'est que ça donne aussi pour quelqu'un qui a un appétit de vouloir avoir des responsabilités au-delà de la finance, un jour d'être par exemple CEO dans une boîte, c'est aussi de pouvoir avoir un regard tout à fait en fait à 360 degrés qui va un peu au-delà aussi de juste la partie comptable et financière. Donc le MBA devient intéressant, surtout pour par exemple pour les self-entrepreneurs qui se mettent à leur compte, c'est très intéressant d'avoir une formation MBA ou bien master. Et puis, il y a des certifications de très courte durée que vous pouvez faire à n'importe quel moment, qui sont très souvent en ligne. Comme par exemple, je vais prendre l'essentiel, il y a des certifications, par exemple, dans tout ce qui est IFRS, les normes comptables internationales, c'est intéressant, les valorisations d'entreprises, la transformation digitale financière. Donc ça, c'est des certifications, quand j'ai dit de courte durée, on parle de 3, 4, 6 mois. Donc le diplôme IFRS, à ne pas confondre avec la certification IFRS, c'est un diplôme sur 6 mois environ, alors que la certification, c'est un diplôme en je dirais, 2 mois. Donc voilà, chacun, mais ça reste de très courte durée, alors que ces formations-là sont des formations qui peuvent aller de 2 ans à 4 ans. C'est des formations de longue formation. Évidemment, dépendamment du temps aussi que vous consacrez. Donc, ça, c'est les questions en fait que vous m'aviez posées. Je pense à travers ce que j'ai présenté, j'ai déjà couvert les 6 premières. Il y avait la question You have been involved in helping your company evaluate a potential investment. Donc là, je suis sur le numéro 7. If so, how did you determine whether the investment would be profitable or not? Donc là, c'est sur la base en fait des rapports que nous avons vus ensemble, mais aussi sur la base d'évaluation de projet. Et quand on parle d'évaluation de projet, on parle par exemple de valeur actuelle nette que vous avez aussi vu dans votre cursus. C'est vraiment de se dire finalement, est-ce que garder cet argent en banque ou bien l'investir ailleurs pourrait être dans le futur plus profitable ou pas? Donc, on a fait ça sur des marques. Sur les marques, par exemple, qui nous demandaient d'investir avec elles. Il a fallu voir quel est notre investissement à la date zéro, chose que vous avez vue dans le cadre de valeur actuelle. And what is the expected cash flow that we'll be able to generate dans les 5 prochaines années, par exemple, ou dans les 5 à 7 prochaines années. Et donc, c'est ce genre d'estimations qui se font. Et puis, on choisit les opérations qui ont évidemment le meilleur taux de rentabilité, la meilleure valeur actuelle. Donc, c'est sur cette base-là que l'on décide. What strategy Holdal and its board of directors took in advance
to hedge against the Lebanese financial crisis and COVID. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que nous, on était relativement, je dirais, peu exposés par rapport aux banques. Quand la crise a commencé, on était exposés, mais très rapidement, en fait, on avait, par exemple, des lignes de crédit, on avait des comptes aussi qui étaient, donc, qui sont restés bloqués comme le reste des compagnies, mais les montants n'étaient pas des montants qui nous ont mis à aucun moment en difficulté. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a très rapidement couvert nos dettes financières. Parce que, voilà, aujourd'hui, une dette financière, la couvrir durant la crise revient moins cher que la couvrir une fois que le dollar aura retrouvé sa valeur de vrai dollar quelque part. Donc, on a fait ça. Sinon, nous, on n'a pas le droit non plus de faire du hedging au niveau de la livre libanaise. On gardait très peu de livre libanaise. On n'a qu'une opération vraiment qui est consommatrice en livre libanaise, c'est l'opération Pharma. Les autres opérations le sont beaucoup moins. Donc, nous, en général, et ça, c'est une politique financière qu'on a depuis longtemps, c'est que les encaissements sont immédiatement convertis en devises. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été à ce niveau-là, je dirais seulement à ce niveau impacté. Par contre, Roldal a été impacté par la crise. Roldal a été très impacté au niveau de son chiffre d'affaires, comme toutes les compagnies au Liban, comme tous les groupes. Donc, on a été très impacté pendant la crise, mais on n'a pas été dans une situation où on s'est dit, grosse CAF, finalement, on a besoin de taper à la porte des shareholders parce qu'on n'a plus de liquidité, tout est en banque, and we're not anymore able to pay our liabilities. Donc ça, c'était pas du tout le cas. Et autre chose aussi qui est importante, c'est qu'après, quand on a commencé un peu à comprendre la crise et à savoir dans quelle direction on se dirigeait, notamment quand les banques ont dit qu'elles allaient, par exemple, empêcher les transferts à l'international. Dans les banques, par exemple, on dit aussi, on a parlé d'un risque de haircut sur les dépôts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû s'adapter, comme toutes les compagnies libanaises. On a commencé à diminuer énormément nos dépôts en livre libanaise, ne pas garder plus de dépôts qu'un certain seuil où nous pensions que même s'il y aurait haircut, normalement, ces comptes ne seraient pas touchés. Donc voilà, c'était ça. Maintenant, avec le COVID-19, en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on était déjà préparés d'un point de vue IT. C'est-à-dire que comme on était déjà cloud, on utilise Google depuis très longtemps déjà, depuis 2016. Donc, en fait, quand on a dû travailler à distance, ça a été facile pour nous. On avait tout l'équipement qu'il faut et toutes les applications sans avoir à les acheter une par une. On les avait déjà à travers, si vous voulez, Google. Et au niveau de la crise du COVID, comment ça nous a impacté? En fait, les gens ont travaillé de la maison. L'impact a certainement été réel. Nous ne l'avons pas chiffré en tant que tel, pour être honnête avec vous. Mais par contre, l'impact était surtout par rapport à de l'absentéisme, par rapport à des choses qui ont pris plus de retard, mais sans que ce ne soit non plus it's not the big elephant in the room dont on se souvient encore. Non, ça a toujours été quelque chose ça a été au cas par cas. Je pense que l'année dernière, en janvier, on avait eu 35 cas sur 600 employés. Je veux dire, c'était très gérable encore. Donc, par contre, au niveau des salaires de Roldal et au niveau des employés, donc ce qu'on a essayé de faire avec la crise, c'est de commencer à convertir un certain pourcentage de leur salaire en vrais dollars. Parce que finalement, la livre libanaise était très compliquée. Les gens se retrouvaient dans des situations parfois très difficiles à la fin du mois. Et vraiment, ça a été la famille et notre CEO qui a vraiment décidé de soulager un peu les employés autant que possible, en leur permettant d'avoir des revenus qui soient de vrais revenus stables sur lesquels ils peuvent compter. Et donc, cette conversion en vrais dollars a beaucoup reposé encore les équipes. Maintenant, évidemment, les gens sont fatigués parce que la crise dure déjà depuis plus de 2 ans et voilà, les gens sont fatigués. Et nous aussi, on a besoin de faire attention au niveau de nos expositions à beaucoup de risques financiers. Donc, aujourd'hui, on ne paie pas 100% de nos salaires en dollars, évidemment, mais on a essayé autant que possible de soulager. Et ça a été une très bonne chose, en fait, qui a été faite. Voilà. Sinon, les bank accounts, les deposits in bank, je pense que j'en ai parlé. La fluctuation avec le dollar, alors, par rapport à la fluctuation avec le dollar, nous, ce que nous faisons, c'est toujours la même chose, en fait. C'est de convertir au jour le jour. On ne convertit pas au jour le jour. On fait 2 choses, en fait. On convertit au jour le jour en dollars. Et on fait une autre chose qui est importante, c'est que là où on n'a pas besoin de convertir, parce qu'on sait qu'on a, par exemple, dans le département pharma, on a des dépenses qui vont être en livre libanaise, on ne convertit pas. Peut-être qu'on aurait gagné à convertir, mais on aurait aussi perdu à convertir. Pourquoi? Parce que si on convertit beaucoup, aujourd'hui, on est en fait dans une situation où
la décision n'est pas une décision rationnelle. C'est une décision qui est prise par le gouvernement, une décision qui est prise par le gouverneur de la Banque du Liban. Donc, on n'est pas dans du rationnel. On est parfois dans une situation qui n'est pas, qu'on ne peut pas lire à l'avance. Même dans une situation rationnelle, on ne lit pas à l'avance, mais je veux dire par là que c'est une situation très instable. Alors, ce qu'on a fait, c'est que tout ce qu'on avait en livre libanaise comme paiement en livre libanaise, on a mis des livres libanaises à côté. C'était une façon de hedger en disant everything that is going to be paid in Lebanese pound, we're going to allocate the same amount in Lebanese pound. Comme ça, on ne prend pas de risque. On ne va pas convertir en dollars et demain, si le gouvernement décide de commencer à faire des réformes avec le FMI, le dollar baisse et finalement, on a un exposure énorme parce que nos dettes en livre libanais sont toujours les mêmes. On ne va pas jouer à ce jeu. On ne va pas faire de la spéculation. On va en fait ségréguer les différentes exigibilités, les différentes dépenses by currency. Et comme ça, on est sûr de ne pas arriver à une situation où on se dit, OK, on a un problème qui n'était pas prévu. Donc ça, c'était ce qu'on a fait en fait. Voilà, donc même chose. Healthcare industry, nous, nous en fait, au niveau du COVID, on est présent, on a un produit en fait que nous représentons qui était pour le COVID, mais en dehors de ce produit-là, vraiment spécifiquement, the healthcare industry n'a pas été très différente des autres industries. Elle a été impactée un peu de la même manière. Le COVID n'a pas été très, très impactant pour Roldal, en tout cas. How the luxury department at Roldal is affected? It is affected, as a lot of different departments, mais surtout le luxe. Et c'est vrai, pas le luxe principalement, mais par exemple, tout ce qui est premium, tout ce qui est, lifestyle, retail, par exemple, les boutiques de lifestyle, tout ce qui est boutique, en fait, de prêt-à-porter, de choses comme ça a souffert, et de l'ensemble du marché a souffert. Maintenant, il faut savoir aussi que il y a quand même une partie de la population aujourd'hui qui continue à acheter parce que soit elles encaissent en dollars, soit elles ont les moyens aussi à l'origine de continuer à acheter. Donc, ce n'est pas des opérations qui se sont complètement éteintes, c'est des opérations qui continuent et qui continuent sur une clientèle qui, elle, aujourd'hui, a des ressources qui lui permettent d'acheter ce genre de produits. Mais on a été évidemment impacté. Et what the qualification, je pense que là, j'ai répondu à cette question de qualification needed. As finance you, dans son cas, je pense que c'est… Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est commencer vraiment par exemple, pourquoi le CPA pourrait être plus intéressant que ACA Certification, parce que le CPA est reconnu en Europe et il est reconnu en Amérique. Donc, ça vous donne les deux. Et aujourd'hui, la comptabilité en Amérique est différente de la comptabilité en Europe. L'Europe, la plupart des pays sont sur les normes comptables internationales, alors que les États-Unis suivent leur own US GAAP, est complètement différent. Donc, le fait d'avoir un CPA est très intéressant parce que finalement, ça ouvre un peu les deux portes. Et puis, une petite expérience aussi en cabinet d'audit est très bien. Une expérience de 3 ans, 4 ans, c'est aussi très, très bien dans le cadre de l'expérience. C'est très bien d'avoir ça aussi. Donc, moi, si je vais recommander à quelqu'un vraiment qui commence, je recommanderais évidemment une qualification, que ce soit ACA ou CPA, mais je pense que CPA est intéressant parce qu'elle offre les deux marchés. Et nous, Libanais, il faut toujours qu'on pense au plan B. Donc, si on n'est pas au Liban et qu'on finit en Europe ou en Amérique, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir avancer ou pas? Et je recommanderais aussi une expérience, soit dans un grand groupe libanais, donc comme Roldal, soit une expérience carrément en audit pour 2 ou 3 ans, même si ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, parce qu'on acquiert quand même des bases qui sont importantes en audit. Does Roldal have the intention to go public? Écoutez, so far, non, parce que la famille aujourd'hui vraiment a créé une espèce de flexibilité, une espèce de dynamisme qui permet à Roldal de vraiment de grandir de manière solide et de manière vraiment continue. Et je pense que cet élan est important aussi à garder, de toute façon, avant éventuellement to go public. En tout cas, maintenant, dans l'immédiat, il n'y a pas quelque chose qui est prévu. Voilà, ça c'est pour les questions rapidement. Je vous ai mis aussi quelques petites quotes qui, moi, m'ont plu. Et j'aimerais vous les lire rapidement parce que it's really inspiring. Donc, par exemple, il y a celle de Maya Angelou que vous devez connaître qui dit « I have learned that people will forget what you said ». Ça, je vous les mets en fait. Je vous les mets parce qu'il y avait une question qui était quel est le type aussi, qu'est-ce qu'on voudrait avoir en temps, quels sont les skills qu'on pourrait acquérir. Et là, j'ai mis un certain nombre de skills qui sont intéressants à acquérir. Donc, Maya Angelou disait, I've learned that people will forget what you said
People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Et ça, c'est important. Demain, vous serez responsable d'équipe, vous serez en train de travailler avec des gens. Si vous allez traiter ces personnes-là de manière irrespectueuse, ça ne va pas vous permettre, ça ne va pas vous aider à vous d'avancer parce que ces gens-là ne vont pas oublier. Et je pense qu'on n'en tire aucune satisfaction. Dans une équipe, et surtout quand on est responsable d'une équipe, la personne et l'humain devient vraiment au cœur des préoccupations parce que voilà, on n'est pas en train de gérer des machines, on gère des êtres humains. Et c'est important de prendre ça en considération et de l'acquérir en sortant de l'université, de se dire que finalement, le manager, la brute manager qui va venir essayer d'avancer un peu comme une brute, n'est pas forcément celle qui va être respectée. Si elle va être respectée pendant quelques temps, elle va être surtout, on va en avoir peur plus qu'on va en avoir vraiment du vrai respect pour elle. Très important, comme je le dis ici. Là, c'est intéressant, un influencer, j'ai aimé ce qu'il disait. Il disait, an easy way to pick the wrong career, above your interests and identity. Motivating job is the one that makes you look important. It's the one that makes you feel alive. Meaningful work isn't about impressing others. It's about expressing your values. Et ça, c'est très important. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire et vous allez être tout de suite devancé par quelqu'un qui le fait mieux que vous parce qu'il aime, parce qu'il est passionné, parce qu'il peut rester 10 heures derrière son écran à travailler dessus. Et si vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez vous-même pouvoir passer sans le savoir et sans le compter beaucoup de temps à vous améliorer, à vous perfectionner et à vraiment être les meilleurs dans votre domaine sans en souffrir. Donc, c'est très, très important aussi vraiment de finalement faire ce qu'on aime vraiment faire. Il y a good things never come from comfort zone. Bon, le never parfois est un peu, il est un peu extrême. Parfois, il y a des choses qui viennent, qui sont très bien et qui viennent easily. Mais bon, good things never come from comfort zone. If you want success, we must get comfortable being uncomfortable. Donc ça, c'est important aussi, c'est que si on a des projets qu'on essaie de voir grands, on va passer par des situations qui vont être un peu désagréables pour nous parce qu'on sera confronté à de nouvelles problématiques. Par contre, si on veut continuer à voir ce qu'on voit à l'état actuel des choses, on va continuer à vivre ce qu'on vit actuellement. On ne va pas pouvoir avancer plus loin, ou beaucoup plus loin en tout cas. Donc, believe you can. Donc là, ici, c'est believe you can and you're halfway there. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment, en fait, avoir la conviction qu'on peut, parce que quand on a la conviction qu'on peut, on peut à ce moment-là être vraiment confortable dans ces situations qui pourraient être perçues mais pas inconfortables. Et les dernières, donc voilà, ça c'est à peu près la même. La dernière, c'est celle-là, c'est Life is short, stop worrying so much, have fun, be grateful, be yourself. C'est très important d'être soi-même, d'aimer ce qu'on fait. Don't allow others to bring you down. Life is one time offer. Live it to your fullest. Et ça, vraiment, c'est aussi parmi les quotes que j'aime bien. Et pour terminer, donc, je voulais juste dire aussi que Holda offre des stages, une possibilité de stage. Et elle aussi, elle prépare des programmes d'alternance. Donc, c'est très important s'il y a des étudiants qui sont intéressés par le groupe et le groupe a vraiment des qualités qui sont aussi, et ce n'est pas parce que je suis vraiment Holda, mais vraiment, même les gens qui viennent postuler chez nous le disent. Voilà, c'est important aussi que vous sachiez que ces programmes existent. Peut-être que quelqu'un veut intervenir. Non. Voilà, je crois que c'était tout en fait pour moi, pour ce soir. Je pense qu'on n'a plus de temps peut-être, mais s'il y a vraiment, si vous souhaitez poser des questions ou si vous souhaitez intervenir, je suis à votre écoute. Vous avez des questions? Des questions intéressantes de par exemple, il y a pas mal de clients qui posent des questions comment je dois fixer le prix de vente sur le stade d'attente pour les bâtiments vivants avec la situation des changes entre le numéro 1 et le dollar américain. C'est intéressant de savoir. Par exemple. Oui, absolument. Donc, si jamais alors, dans ce cas précis, comment on fixe en fait les prix de vente? Nous, on fixe les prix de vente, évidemment, en tenant compte du market rate. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, tous nos rapports, que ce soit les bilans, les comptes de résultats et le cash flow, sont des rapports qui sont maintenant exprimés en vrais dollars. Donc, il n'y a pas de dollars, etc. Donc, en fait, nous partons d'un prix qui est en vrais dollars. Les marchandises que nous importons
sont des marchandises qui sont aussi libellées en real currency. Donc, ce que nous faisons en général, c'est que nous essayons d'avoir soit de devoir pricer comme le marché, c'est-à-dire au taux du marché. Où est le risque ici? Le risque, c'est que entre le moment où vous mettez votre prix et le moment où vous encaissez, la livre se déprécie de manière importante. C'est pour ça, je disais en début de présentation, que nous, on a beaucoup raccourci les délais de paiement pour réduire autant que possible ce risque-là. Donc, il y a toujours une petite marge de manœuvre qui est notre marge à nous. Ce n'est pas une marge de manœuvre, c'est notre marge qui fait que, voilà, s'il y a une dépréciation, on va pouvoir absorber la dépréciation. Mais si la dépréciation est vraiment très brutale, comme on l'a eu, par exemple, quand le taux est passé à 30 000, c'est vrai que là, s'il y a des clients qui payent à crédit, on est exposé. On ne peut pas ne pas être exposé, by the way, on ne peut pas du tout ne pas être exposé à tout ce qui est foreign exchange currency. De par le fait même que nous sommes en train d'apporter des marchandises en currency externe, on est ipso facto exposé. En plus, sur le marché interne, il y a des décisions qui sont prises qui peuvent soit faire monter de manière drastique le dollar, soit le faire baisser, parce qu'il a baissé après de 33 000 à 20 000, aussi de manière assez drastique, à l'espace de 2 semaines. Bon, là, on ne peut pas être dans le secret des dieux ni pouvoir vraiment gérer l'ensemble de la chaîne. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est raccourcir au maximum les délais de paiement, fixer des prix à partir d'un prix qui est en dollars, en vrai dollars, comme le sont tous nos rapports financiers maintenant, et être très réactif, en fait, s'il y a une dépréciation qui commence à avoir lieu, pouvoir soit arrêter la facturation tout de suite, de manière à réactualiser nos prix, soit demander avec les clients, et nous sommes notamment avec les clients depuis très longtemps, donc il y a quand même un relationnel qui fait que ça, parfois, on arrive aussi à travailler ensemble. Donc, leur demander peut-être parfois même des paiements anticipés. On a eu ça. On a demandé des paiements anticipés et les clients ont accepté parce qu'il y avait des valorisations. Et nous, on l'a fait aussi. Les fournisseurs auxquels nous tenons, parce que c'est des partners qui sont avec nous depuis plusieurs années, ils nous ont demandé de payer des livres libanaises de manière anticipée. Nous, we were grateful parce qu'ils acceptaient de prendre encore des livres libanaises et ils acceptent toujours. Donc, on payait de manière anticipée ces fournisseurs en comprenant la situation. Une autre question très intéressante aussi, dans les périodes de crise, on a vraiment intérêt à baisser le BFR. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant et c'est absolument. Oui. C'est le cas de Rodal, par exemple, de baisser le BFR certainement dans les limites possibles pour éviter parce que nous sommes en dépréciation, en valeur dépréciative de plus en plus. Donc, est-ce qu'on a intérêt à baisser? Oui. Comment on peut maintenir cette baisse? Parce que ce n'est pas facile de baisser le BFR, surtout avec les clients, ainsi de suite. Donc aussi, c'est une question qui… Oui, alors ça, c'est très, très important comme point et je vous remercie vraiment pour cette question. Donc, effectivement, il faut baisser le BFR. C'est quelque chose à faire et qui est nécessaire. Maintenant, on peut le baisser de 3 manières différentes. Soit on va le baisser en réduisant les encours clients et en réduisant les payment terms avec les clients. Soit on va le réduire en réduisant nos stocks. Soit on va le réduire en demandant à nos fournisseurs de nous donner plus de crédits fournisseurs. Pour commencer avec le premier, les clients, évidemment, au début de la crise, c'était très compliqué. Comme vous dites, c'était très compliqué de venir demander aux clients qui étaient, par exemple, à 2 mois, à 3 mois, certains, parce que ça dépend de l'industrie. Certains qui étaient, par exemple, dans la cosmétique, pouvaient être un peu plus que de même 3 mois. Donc, c'est très difficile de venir leur dire demain, vous serez à 15 jours, par exemple. Et ce n'est pas passé tout de suite. Il a fallu graduellement les faire arriver à nous payer, par exemple, à 1 mois, puis 15 jours, et puis après au comptant pour beaucoup. Mais ça a été compliqué et ça ne se fait pas tout de suite parce qu'il faut que le client comprenne qu'il ne s'agit pas d'un mal qu'on souhaite lui faire, c'est le marché qui est en train de se transformer. La partie stock est très différente parce que la partie stock, en fait, il faut… Là, je le dis après la crise, je le dis après 2 ans de crise, donc c'est un peu facile pour moi parce qu'on a déjà un peu plus d'expérience. Mais ce qu'il faut, l'idée, c'est que quand on a beaucoup de stock avant la crise, ça, c'est une très bonne garantie finalement parce que c'est beaucoup de stock qui a été acheté à pas cher. Donc, le besoin en fonds de roulement ou le stock qui est en dépôt est très important. Mais finalement, c'est du stock qui a été acheté à des valeurs qui sont beaucoup moins chères en livres libanaises qu'elles ne le sont après la crise. Donc, finalement, quand on a du stock, it could be also a kind of guarantee to a certain extent. Donc, le stock n'est pas gênant en soi
à partir du moment où on l'avait avant la crise. Maintenant, ne me comprenez pas mal, beaucoup de stocks immobilisés qui ne se vendent pas est dramatique. Si j'ai beaucoup de stocks qui finit par s'abîmer ou qui finit par s'expirer, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait d'impactant pour la compagnie. Mais en disant, par exemple, qu'au lieu d'avoir 3 mois de stock, on est passé à 4 mois ou 4 mois et demi ou 5 mois avant la crise, that's fine. Il y a 1 mois, peut-être même 2 mois, 3 mois pour certains produits, où on a un petit buffer et c'est des stocks qu'on va même écouler durant l'année. Même on aurait pu aller sur 12 mois de stock, sachant qu'on allait beaucoup réduire en 2020-2021. Nous, on ne le savait pas. On a eu des marques, par exemple, où on avait 12 mois de stock sur des petites marques. Et c'est des marques qu'on a continué à vendre après la crise à des prix qui étaient abordables parce que finalement, le stock avait été acheté à bas prix. Par contre, donc les stocks, c'est vraiment à double tranchant. Si on n'en a pas, c'est un problème parce que l'activité ne continue pas. Et si on en a trop, c'est un très gros problème aussi. Donc, le mieux pour les stocks, c'est vraiment de faire une analyse détaillée des stocks au niveau des opérations commerciales. Et on est vraiment se dire, qu'est-ce que maintenant, après la crise, qu'est-ce qui continue à fonctionner et qu'est-ce qui ne continue plus à fonctionner? Et arrêtons de commander ce qui est difficile à vendre. Et mettons peut-être plus de poids sur ce qui est, je veux dire, plus facile à vendre. Donc, ça, c'est pour le stock. C'est vraiment une analyse de stock. Continuez à acheter, continuez à avoir du 3 mois de stock, 4 mois de stock. À partir du moment où on a une certitude, ou disons, on a a high likelihood que ces stocks-là vont être vendus. Au niveau de l'encours fournisseur, là, c'est plus compliqué parce que les fournisseurs nous ont beaucoup aidés dans le sens où ils ont été compréhensifs. Ils ont compris la crise et ça a été vraiment, et avec Holdal, et je dois le dire, les fournisseurs ont été vraiment, pour la plupart, vraiment à la hauteur des valeurs que nous aussi nous exprimons et que nous aussi nous reflétons en tant que Holdal. Et c'est pour ça aussi que ces fournisseurs sont avec nous depuis 50 ans, certains 60 ans. Donc, les fournisseurs ont été à l'écoute de la situation libanaise. Pour certains, nous ont effectivement donné plus de crédit, mais pas tous les fournisseurs peuvent le faire. Certains n'ont pas la possibilité financièrement de donner plus de crédit et d'autres ont peur, même s'ils sont avec nous depuis longtemps. Ces fournisseurs-là se disent que le Liban est un pays qui est en train d'aller vers la crise. Est-ce que Holdal, toute grande compagnie qu'elle est, va pouvoir encore honorer ses engagements ou elle va peut-être finir, et ça, ces fournisseurs-là ne savent pas comment Holdal est géré de l'intérieur. Donc, il y a certains qui ont eu peur, d'autres qui nous ont vraiment soutenus parce que c'est des partners avec nous depuis vraiment des décennies. Je dis bien des décennies. Cette année, Holdal fête cette année donc 75 ans d'existence et donc il y a des partenaires qui sont avec nous depuis vraiment plusieurs dizaines d'années. Mais effectivement, le BFR est à réduire. La partie la plus facile, c'est la partie client. La partie client peut être réduite progressivement une fois que le client comprend que le marché évolue. Le stock, c'est une analyse à faire pour voir qu'est-ce qui continue à se vendre. Et la partie fournisseur, c'est vraiment one-to-one avec les fournisseurs et certains sont ouverts pour soutenir la situation. Georges Kabbalah. Monsieur Charles, c'est Georges Kabbalah. Let me thank you for covering all the questions on my behalf and all my colleagues and Mr. Antonio. Just one last question concerning the mission and vision, especially the mission for Holdal. Did Holdal change the mission during this crisis or no? Because we know that some companies now in Lebanon are changing the mission and they are obliged to change the mission to survive. So did Holdal change the mission or no? Thank you very much for your question. Actually, it's a very interesting question. I really thank you for this. Changing a vision is not the problem. Changing eventually or fine-tuning a mission is not the problem either, because at the end of the day, if you had, let's start with the vision. If you had a vision, for example, for the coming 10 years, okay, and suddenly there is something that has disrupted the market, and we know today that with the new technologies, the market is being disrupted at various industries. So
would you change the vision or not? Chances are that you would change the vision because you would take into consideration that something big happened in the market, and you are required to revisit the vision that you had before the introduction of this big, disruption. However, for the mission, generally, it's not something that is changed heavily. Since the crisis, I don't think we have updated really the vision, the mission. But however, since I am in Holdal since 10 years, yes, the vision and the mission were fine-tuned, and this is very healthy. This is very normal because also the market has evolved. The market has been also transformed. It's only normal that a company, it's not very only normal to a company to adapt. If you take big companies, even very big companies, multinational companies, the vision they had maybe in 1886, for example, for the ones that were incorporated more than 100 years ago, the chances are that their vision also has changed, definitely, and their mission might have changed. 50 years ago, people were not that attentive and that, I would say, concerned about the environment as they are today. So today, and they will be in the future. So changing a vision or changing a mission is not something wrong. In the contrary, I would say it's something very healthy. And thanks God, Holdal had done this during the past 10 years, saying, okay, we're going to adapt to the new reality. And the new reality is not the one that was there 10 years ago. It's something new that we need to adapt to. However, if you change your vision and your mission, and without taking into considerations the values that you really believe in, only we have an issue. Yani, for example, if your values is integrity, team spirit, accountability, and tomorrow you're going to say, okay, I'm going to build my mission on something where I don't need to be actually to have integrity. No, I will go into a business that is a prohibited business. I don't need to hold anyone accountable. Then yes, you are changing on the wrong level your mission and your vision, but changing it while your values are still the ones you truly believe in, and actually that are, I would say, a kind of universally accepted and appreciated. There is no issue. In the contrary, and something very big, very good to update and to change and to adapt to the new market with a new vision and to fine tune also the mission. Okay, thank you, Mr. Chamoun. So just also to give you, for example, another example on this specifically, we often refer to cameras and how Kodak went almost bankrupt لأنه كان في ديجيتال كان في la photo donc ordinaire صار بعدين في ديجيتال أو حتى كيف نوكيا كمان ما عرفت كمان يعني to adapt to the change with the technology with the smartphones. But if they had to adapt and if they could adapt, it would have been possible for them to update their vision and to update also their mission as well, saying, okay, what we used to do, we used maybe to work into having people having their best photos in their album. But this is not anymore what we want to do. Now we want to work differently and want people to have their photos, for example, nice photos accessible wherever they are in the world, because there are cloud computing, there are a lot of things. So they are just adapting. I'll give an example. They are just adapting a reality that they should take into account in the market. Vous avez des questions supplémentaires? Vous avez savoir comment la qualité, notamment M. les relations des projets dans des circonstances un peu difficiles. Est-ce que vous avez des choses comme ça? Oui. Monsieur Chamoun, au nom de l'ESJ et étudiants en administration, nous vous remercions pleinement pour votre intervention et professionnelle et académique à la fois. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup, merci à tous, vraiment. Et très bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.